Bonsoir mesdames et messieurs, c'est toujours avec la même joie que je vous retrouve ici dans ce bel amphithéâtre du Collège des Bernardins pour une nouvelle édition des mardis du même nom. Alors le débat de ce soir vous fera probablement faire la même découverte que celle que j'ai faite en le préparant, à savoir que la paix est une discipline qui s'apprend. Elle s'enseigne dans de grandes universités aux États-Unis et en Europe. En France, elle est quasiment inconnue. Alors nous souhaitons ardemment, bien sûr, que ce débat fasse évoluer cette réalité française. Nous allons le faire avec les invités que je vous présente tout de suite sur le thème « Qu'est-ce qu'une paix juste ?» Alors avec nous, le Père Antoine Sontag. Bonsoir. Père Antoine Sontag, vous êtes responsable du département études et recherches internationales au Secours catholique Caritas. Caritas étant l'appellation mondiale de ce qui est en France le Secours catholique. Vous avez précédemment été le secrétaire général de la commission Justice et Paix de la Conférence des évêques de France. Et parmi vos productions épistolaires, vous avez écrit récemment un ouvrage qui s'intitule « La solidarité, chemin de spiritualité » qui est paru aux éditions Salvator. À vos côtés, Linda Kaye. Linda Kaye, vous êtes journaliste de l'information religieuse. Depuis plusieurs années, vous vous rendez régulièrement en Afrique centrale, à Madagascar, également en Haïti, où vous enquêtez sur l'évolution des pratiques religieuses et leur influence sur la vie quotidienne et urbaine des fidèles. Vous vous intéressez aux relations entre les chrétiens et musulmans, en tout cas j'ai lu des choses là-dessus de vous, et aussi à l'œcuménisme, on y reviendra. Enfin, Délia Mamon. Délia Mamon qui est arrivée au pied levé de Genève. Vous êtes la fondatrice et présidente d'une association, une ONG comme on dit, qui s'intitule Graines de paix. Cette association développe des outils pratiques pour permettre à des personnes de tous âges de contribuer à répandre la paix autour d'elles. Enfin, en tout cas, c'est la compréhension que j'en ai eue, mais vous allez nous en dire beaucoup plus tout à l'heure. Cette association, vous tenez à le préciser, est aconfessionnelle. Elle est apolitique et pas militante non plus. Ça compte pour vous. Elle est à visée essentiellement éducative. Oui. Alors, je l'ai dit en introduction, moi c'est ma grande découverte en préparant ce débat. La paix est une discipline, je ne sais pas si on va dire une science, une discipline qui s'enseigne, qui s'apprend. Alors la première question que je voudrais vous poser, c'est qui se forme à la paix et comment? Mais qui peut être intéressé à se former à la paix? Antoine Sontag? Eh bien, beaucoup de gens. Il y a des gens qui travaillent ou qui veulent travailler dans des institutions internationales, dans des ONG. Ils font des peace studies, il faut dire ça en anglais, ça fait beaucoup plus sérieux que si on dit en français, des études pour la paix. Il est vrai que beaucoup d'universités sont ou en Angleterre ou aux États-Unis ou en Norvège aussi. Il y a des travailleurs sociaux qui se forment à la paix. Alors, ce n'est pas au plan macro-politique, c'est plutôt au plan micro-social. Des gens qui veulent devenir médiateurs dans leur quartier, dans leur école. Voilà, donc... alors c'est vrai aussi que ça intéresse un certain nombre de gens qui font des études pour la paix. Et les débouchés sont peut-être pas très très nombreux pour le moment, mais un certain nombre de travailleurs sociaux ont été formés à cette discipline. Délia Mamon, vous voulez compléter? Qui touchez-vous en particulier? Nous touchons en particulier les enfants et les écoles, donc, oui. Où il y a une énorme demande et où la demande avant était formulée sous forme d'outils de résolution de conflits ou de gestion de conflits ou de non-violence. Et vraiment, on essaye de faire évoluer les esprits que seulement réfléchir en termes de conflits et de violence, c'est la moitié du gâteau. Et que vraiment, il y a tellement plus à faire parce que la violence, elle n'a plus de raison d'être si on s'entend avec les gens. Donc la paix, c'est aussi cette capacité d'aller vers l'autre et de tisser des liens de paix, des liens d'humanité avec ces personnes. Donc ça, je dirais ça, c'est la moitié de la réponse. Et l'autre moitié, c'est évidemment, plus une zone est en conflit et plus les gens aspirent à la paix. Et plus ils vivent comme moi en Suisse, et ils ont la paix. Donc, il n'y a pas de conflit en Suisse? Il y a des conflits, mais il n'y a pas des conflits sanglants. Il n'y a pas... bien sûr. Voilà, donc c'est vraiment... Linda Kaye, sur cette question de qui se forme à la paix, quelque chose à ajouter? Oui, une des 3 femmes qui a reçu le prix Nobel de la paix l'année dernière, en 2011, il y avait 3 femmes, si vous vous souvenez, dont 2 du Libéria. Et il y a l'actuelle présidente du Libéria qui est chrétienne, méthodiste, et une seconde qui est luthérienne, Lima Gbowie. Et elle a été formée aux États-Unis dans une université ménonite.
Et les Ménonites sont donc des évangéliques nés de la réforme radicale au XVIe siècle qui ont inscrit dans leur confession de foi la non-violence. Et pendant des siècles, ils ont refusé de porter les armes. Jusqu'à encore très peu de temps, ils étaient objecteurs de conscience. Et ils sont connus aux États-Unis. Leurs universités en particulier sont connues pour très bien former à la paix parce qu'eux ont intégré cette nécessité dans leur profession de foi très tôt. Alors, qui dit discipline dit manuel. Alors, j'en montre un tout de suite et Antoine Sontag va nous en parler. Il est le produit de Caritas International, Secours catholique. Alors, il y a une chose que j'ai relevée dès l'introduction. Il est dit, ce manuel n'est pas une recette. Et du coup, je me demande, est-ce que c'est plus un état d'être qu'un savoir ? C'est un savoir pratique, c'est une technique. Et l'ouvrage que vous présentez ici, qui s'appelle « Édification de la paix, un manuel de formation Caritas », mais c'est pour former tous ceux qui veulent bien se former, c'est une boîte à outils dans laquelle vous saisissez un certain nombre d'outils que vous appliquez à la situation dans laquelle vous êtes. Mais ça ne vous dispense pas de faire une analyse de la situation et une analyse stratégique pour voir avec qui je vais travailler, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire. Et alors, après ça, il y a quand même des techniques, oui, il y a des techniques qui s'enseignent. C'est comment dialoguer, comment faire de la médiation, comment calmer. Il y a des choses Alors, il y a des choses qui relèvent du savoir-être, mais le savoir-être, après tout, je ne dis pas que ça s'enseigne, mais ça peut se former. Et il y a des choses qui relèvent du savoir-agir. Il y a des qualités qui sont évoquées dans cet ouvrage. J'aimerais qu'on revienne sur certaines d'entre elles, notamment la créativité. Donc on sent que ce n'est pas une notion qu'on reçoit. La créativité est très importante. Vous voulez réagir sur cette notion tout de suite ? Oui, parce que les gens ne pensent pas à la créativité quand ils pensent à la paix. Et pourtant, si on considère que la paix n'est pas uniquement un état, mais surtout une dynamique, et qu'il y a beaucoup de friction, de frottement, de tension, mais la manière de s'en sortir de ces tensions, c'est de ne pas tirer chacun comme deux ânes, l'un dans une direction et l'autre dans l'autre, c'est de trouver une troisième direction qui va permettre aux deux de s'entendre. Et ça demande de la créativité. Et l'avantage de poser la question comme ça, c'est que c'est motivant, parce que la créativité, les jeunes sont intéressés. Oui, Antoine Sontag. Il faut de la créativité pour, par exemple, mettre en œuvre une des grandes techniques d'édification de la paix qu'on appelle la transformation des conflits. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de constater un conflit et puis après ça d'essayer de proposer ou d'imposer une sorte de négociation où chacun cède un petit peu, enfin ce qui est la technique habituelle de la négociation et du compromis, mais il s'agit de sortir par en haut du conflit, de transformer le conflit de telle manière que là où deux blocs s'opposent, eh bien, on arrive à une autre situation où, avec la paix, chaque bloc va gagner. Donc, une situation gagnante-gagnante. L'homme qui a théorisé ça, c'est Jean-Paul Lederach, qui est un Américain, comme son nom ne l'indique pas, et qui enseigne justement à l'université à laquelle vous venez de faire allusion, qui est l'université ménonite de Virginie, à côté de Washington, et où beaucoup d'acteurs de paix actifs dans le monde ont fait leurs études. Et d'ailleurs, intellectuellement, cet ouvrage, qui est un ouvrage de Caritas, est en fait très influencé par ce ménonite américain qui s'appelle Jean-Paul Lederach. Indaka, ici, si je vous demandais, dans cette transformation des conflits, quel est pour vous le meilleur exemple dans une histoire récente au niveau international ? Quel est pour vous ? Est-ce que c'est la médiation de San Egidio au Mozambique ? Je sais pas, je vous lance ça. Est-ce que c'est l'Afrique du Sud ? Est-ce que c'est ailleurs ? Je reviendrai sur le prix Nobel de la paix de 2011 de Lima Godwi, qui est né en 72, qui est mère de 4 enfants et qui traverse les années 90 au Libéria. C'est la guerre civile. Et elle l'explique très bien quand elle a reçu le prix Nobel de la paix. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour, les femmes, en se rassemblant seulement une seule fois par semaine et en voulant juste prier, puissent un jour être vraiment un facteur évident de retour à la paix au Libéria. Puisque ces femmes ont prié, se sont juste habillées de blanc pour manifester qu'elles étaient pour un retour de la paix dans leur pays. Et elles ont vraiment mis en échec Charles Taylor, et elles l'ont tellement mis en échec qu'elles ont réussi à s'inviter au pourparlers de paix pour quand la paix au Libéria a été lancée. Et elles ont... pour vraiment faire pression jusqu'au bout, elles ont décrété la grève du sexe. Et
Et elles le disent très bien elles-mêmes, puisqu'elles sont plusieurs aussi à avoir reçu ce prix Nobel de la paix, c'est que humainement, elles n'auraient jamais pu tenir et que toutes les familles là-bas au Libéria ont un drame personnel et que c'est à partir de ce drame qu'ils construisent la paix. Et humainement, elles n'auraient jamais pu tenir le coup. Économiquement, politiquement, elles ne représentaient rien. Mais c'est juste en puisant leur résistance dans leur spiritualité chrétienne qu'elles reconnaissent aujourd'hui qu'elles ont pu repousser les limites et établir la paix dans leur pays. Et ça, c'est pas un plan préétabli, une forme de lobbying qu'elles ont mis en œuvre. C'est ce que vous décrivez, ça part d'une sorte de spontanéité, de regroupement. C'était un rendez-vous hebdomadaire de prière de femmes habillées en blanc. Et ça a pris. Et c'est comme ça qu'elles ont été suffisamment nombreuses dans leur mouvement pour pouvoir faire pression sur le gouvernement. Antoine Sontag, je reviens sur les éléments de la typologie du bon bâtisseur de paix. Adaptabilité, on l'a dit, créativité, ne pas être défensif, l'empathie, on s'en doutait. Moi, j'ai relevé être à l'aise avec l'ambiguïté. Alors, j'ai lu dans une version anglaise, mais je ne sais pas comment c'est traduit en français. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ambiguïté, c'est pas très bon. Alors, il faut être à l'aise avec l'ambiguïté, il faut être un peu retors, un peu tordu pour être un bon bâtisseur de paix. Non, il faut comprendre les situations. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir une mentalité de cow-boy en pensant qu'il y a des bons et des méchants. Pas de manichéisme. Pas de manichéisme et que la paix passera par le triomphe des bons. Ça, c'est une espèce de logique qu'on peut avoir. La paix passe par le triomphe des bons et donc les bons utilisent tous les moyens, y compris les moyens armés, pour imposer la solution qui est la bonne solution. Alors bon, je ne sais pas quoi, la Deuxième Guerre mondiale ressemble à ce schéma-là, mais dans les conflits actuels, qui sont souvent des conflits qui sont plutôt des guerres civiles actuellement, plutôt que des bonnes vieilles guerres étrangères, eh bien, on ne peut pas partir avec l'idée qu'il y a des bons et des méchants, et donc il faut essayer de comprendre la légitimité de chaque point de vue, les intérêts de chaque point de vue. S'il n'y a pas la prise en compte des intérêts en présence, et s'il n'y a pas une sympathie à l'égard de chaque camp ou du camp avec lequel on parle, eh bien, d'abord, on n'arrive pas à se faire entendre, on n'arrive pas à travailler, puis au bout d'un moment, on est expulsé, on n'a plus le droit de circuler, on n'a plus le droit de parler. Donc, autrement dit, votre activité de paix, votre acteur de paix, ben, il est paralysé, il ne fait plus rien. Voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir cette aptitude à discuter dans des situations ambiguës. Alors Delia Mamon, on a compris un peu ce que vous faites avec Graines de Paix. Bon, vous n'êtes pas dans la macro, hein, vous n'avez pas résolu à ce jour des grands conflits internationaux, c'est votre choix. Maintenant, j'aimerais que vous nous disiez un tout petit peu plus concrètement, si par exemple nous sommes un groupe, je ne sais pas, de quartiers, une association, on vient vers vous et on vous dit... Enseignez-nous, aidez-nous à être des artisans de paix. Qu'est-ce que vous allez faire avec nous ? Alors, ça dépend du temps disponible. Donc, au niveau des adultes et des étudiants, on offre des ateliers de différentes durées sur des thèmes qui nous sont chers. Donc, l'écoute active, comment apaiser une situation. C'est la deuxième fois que je fais ça. Oubliez-le. On travaille beaucoup avec la notion d'apaisement proactif, c'est-à-dire que chaque personne peut être un acteur de paix à un moment de crise, c'est-à-dire soit c'est eux-mêmes qui sont en friction avec une autre personne ou un groupe de personnes, soit ils sont témoins, c'est-à-dire ils sont extérieurs, ils voient la situation. Décidément, mes mains sont partout. Et donc, on appelle, face à un réflexe de violence, nous sommes capables de faire un réflexe de paix ou des réflexes de paix qui vont faire appel justement à la créativité, au changement du rapport de force, à la distraction, à l'empathie, c'est-à-dire montrer à l'autre qu'il a beau croire qu'on est l'ennemi, mais en fait, on a de la tendresse pour la personne, ou en tout cas de la considération. Toujours tisser le lien et de montrer que même dans des situations de danger, à la fois que ce soit physique, ou que ce soit verbal, ou que ce soit psychologique, nous pouvons trouver les ressources en nous-mêmes et avoir ce courage donc de trouver le moyen d'apaiser. Et puis parfois les gens ils disent mais pourquoi c'est moi qui dois apaiser en premier ? Ça c'est une question typique. Eh bien parce que c'est notre avantage. Et une fois qu'on a compris que c'est notre avantage, alors on y va. Pourquoi c'est notre avantage ? C'est parce que quand deux personnes se disputent, ou deux groupes se disputent, ou deux communautés se disputent, qu'est-ce qui se passe ? Chacun parle, l'autre n'entend pas parce qu'il est en train de parler, et donc les décibels montent.
et on continue chacun à parler sans être entendu par l'autre, et donc on n'a rien résolu. Tout le monde est malheureux. Et pour d'abord être entendu, on doit calmer l'autre. On doit créer la situation où l'autre se dit « bon d'accord, je t'écoute et après tu m'écouteras ». Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à poser les bases pour, par exemple, entamer une médiation ou pour entamer une séance de communication non violente, si vous êtes familier avec ces termes. On ne peut pas rentrer dans un schéma avec une méthode si d'abord les gens n'ont pas un minimum de calme pour écouter l'autre. Alors, il y a une source documentaire particulièrement éclairante. C'est un document récent, un appel œcuménique à la paix juste, que vous avez, je crois, lu, que vous connaissez bien. Et ce texte met tout de suite en avant l'importance, pour que cette paix juste puisse éclore, qu'elle soit associée avec la justice. Et ça fait écho, dans mes recherches, à une conviction exprimée par la communauté San Egidio qui dit « La guerre est la mère de toutes les pauvretés. Dire non à la guerre revient à dire non à la pauvreté. » Pauvreté, justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si c'est le Secours catholique Caritas qui est sur ce terrain-là, c'est parce qu'il faut d'abord combattre pour une justice sociale entre les hommes et les femmes d'un même pays pour pouvoir parler de paix. Antoine Sontag? Bon, on a des complexes à rappeler des choses comme ça, parce que ça a l'air tellement basique et tellement fondamental, et je m'excuse, mais alors vraiment, les philosophes depuis quelques siècles, peut-être quelques millénaires, ont tous dit ça, il n'y a pas de paix sans justice. Sinon, la paix, c'est pas la paix, c'est la paix des cimetières, ou c'est la paix dans le sens ironique quand on dit la paix règne à Varsovie, quoi, c'est-à-dire parce que c'est le plus fort qui impose sa loi. Mais si vous voulez une vraie paix, eh bien, il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de paix sans régime de droit, où chacun se sent reconnu. Voilà. Donc c'est pour ça que des associations qui travaillent pour la paix se rendent compte qu'il faut en même temps travailler pour l'instauration d'un état de droit, pour faire droit aux victimes, qui travaillent pour l'instauration d'un régime correct de justice. Je crois qu'on a dit ça très souvent depuis 20 ans. Ça a commencé évidemment en Afrique du Sud. Pas de paix sans justice. Il faut faire justice aux victimes. Il faut reconnaître la vérité. Ça se trouve écrit explicitement et même implicitement dans les textes les plus solennels auxquels nous nous référons, la Charte des Nations Unies, le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le préambule de la Constitution française. On dit qu'il n'y a pas de paix s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas le respect des droits humains de tout le monde. Si vous me donnez 10 secondes, eh bien, vous pouvez prendre les textes. Vous pouvez prendre la reconnaissance de la dignité et des droits de tout être humain sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Ça, c'est la première phrase du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Vous avez des phrases semblables dans le préambule de la Constitution française. Ça veut dire le consensus, le bloc de consensus, que ce soit les 65 millions de Français ou au plan de l'humanité entière, nous sommes d'accord là-dessus. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait un régime de droit, il faut qu'on respecte les règles, il faut que les règles soient justes. Voilà. On est loin du compte alors. En fait, ce qui est difficile à saisir quand on vit en Occident, c'est qu'en Afrique centrale, par exemple, beaucoup de pays ne sont pas en guerre, mais les situations des sociétés civiles sont très tendues. Par exemple, au Kivu ou même au Congo-Brazzaville, c'est très répandu de rencontrer des hommes en armes, comme on dit. Et on ne sait pas si c'est l'armée régulière, s'ils sont on ne sait pas, des francs-tireurs, oui, ils sont, et ça crée ça crée une tension évidente dans une ville et dans un pays. Donc, si on se met vraiment à la place des représentants de la société civile, il y a une paix juste quand tout le monde a accès à l'eau potable, quand on a du travail, quand on mange à sa faim, quand on est bien logé. C'est pas uniquement une paix entre États. Alors, oui, vous voulez dire quelque chose? Oui. Allez-y, je vous en prie. Je voudrais montrer l'autre côté du mot justice. Je crois qu'il y a deux sens au mot justice et je tiens beaucoup aux deux sens. Il y a le premier qui a été évoqué, donc la justice formelle, la justice institutionnelle. Et
cette justice permet de faire un certain nombre de choses. Il permet de faire, de régler, de formaliser, par exemple, l'aspect de la réparation morale. Et il peut aussi faire une réparation financière. Ça peut être aussi un accord écrit sur une réparation financière. Et puis, ça peut aller beaucoup plus loin où, à la fin des conflits, chaque pays peut, ou on va prendre des pays pour cet exemple, peut décider d'inclure dans sa constitution ou dans les règlements qu'elle utilise des clauses qui renforcent la notion du droit humain à la paix. Il y a un droit humain à la paix qui est en train d'être de plus en plus formalisé à l'ONU grâce à 2-3 ONG espagnoles tout à fait remarquables. Et en fait, toutes ces notions de droit humain à la paix, les gens se disent « Oh là là, on peut pas mettre ça dans une constitution ». Et puis on leur montre qu'en fait, la plupart des clauses y sont déjà. Parce que le droit humain à la paix, c'est quoi? C'est le droit à la vie, c'est le droit à la sécurité, c'est le droit de vivre en paix, c'est le droit de vivre en dignité. Et ensuite, on peut amplifier ce droit à la paix en incluant l'éducation à la paix, l'interdiction de l'utilisation de l'arme par les forces de police, enfin, ou en tout cas uniquement en cas de dernier recours. Il faut toujours laisser un dernier recours. Donc, on peut amplifier ce droit humain à la paix. Et je crois que ça, c'est donc l'aspect justice institutionnelle. Et puis, il y a la justice humaine, la justice, le sentiment de justice. Il n'y a pas de paix si deux populations ont l'impression de souffrir, que leur sentiment de justice n'a pas été réparé. Si on ne part pas de cette notion de sentiment de justice ou de sentiment d'injustice, vous pouvez faire toutes les paix écrites que vous voulez, vous pouvez mettre toutes les institutions au monde, rien ne va se passer, ça va être une fausse paix. C'est une paix. Ou si des êtres humains vivent dans une misère telle qu'ils n'ont pas accès à une vie décente, digne, ça aussi c'est un enjeu, cette justice sociale. Uniquement quand il y a des écarts. Oui. Parce que c'est pas la pauvreté qui crée la guerre. Vraiment, je ne rentre pas en matière là-dedans. Moi, je suis vraiment d'accord avec Sant'Egidio qui dit la guerre est aussi source de pauvreté, très grande source de pauvreté. Et il ne faut pas inverser. Ça ne veut pas dire que on doit accepter la pauvreté. C'est les excès qui sont catastrophiques. Et ces excès sont en train de s'accentuer. Et donc, ça crée un ressentiment. Donc, on est de nouveau dans le sentiment d'injustice. Tant que tout le monde est à égalité, il n'y a pas de sentiment d'injustice. J'ai aussi passé du temps en Mozambique, justement, avec Sant'Egidio. On a vu des gens tout à fait souriants, heureux, vivant leur vie. Ils vivent pas comme nous, mais ils n'ont pas l'impression d'être lésés. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas au Mozambique? Vous pouvez nous résumer en quelques mots? Parce que ça, c'est quelque chose que Sant'Egidio met en avant comme étant une médiation internationale réussie. Pourquoi? Comment ça a pu se faire? Parce qu'ils ont écouté tous les partis. D'accord. Ils ont pris en considération... ils n'ont pas fait cette distinction entre bon et mauvais. Ils ont justement appliqué cette notion que tout le monde a du bon, tout le monde a probablement du sang sur leurs mains, et que c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'arriver à la paix. Et ils avaient la chance de s'appuyer sur l'évêque de l'époque qui était dans une des villes. Qui les avait sollicités, au fond, au départ. C'est lui qui avait sollicité, c'est une histoire très drôle, parce qu'il avait sollicité le chef de Sant'Egidio en disant j'ai besoin d'aide. Alors il a répondu tu veux de la nourriture, tu veux des vêtements? Il a dit non, j'ai besoin que tu négocies la paix pour nous. Il dit mais je suis pas négociateur de paix, dit Andrea Riccardi. Et puis en fait il a dit mais écoute, je te connais du temps de nos études et je crois que tu es un négociateur de paix. Et c'est de toi qu'on a besoin, pas des politiques. Et effectivement, mais ça a pris des années, hein, ça s'est pas fait avec une personne, c'est un long processus. Fallait d'abord accepter que les personnes viennent. Ça s'est fait à Rome. Mais ensuite, il fallait qu'ils viennent et se mettre dans la même salle, parce qu'au début, c'était dans des salles séparées. Et petit à petit, l'enjeu valait la peine pour tout le monde. Tout le monde est gagnant.
Je reviens sur cet appel œcuménique parce qu'il est vraiment très, très puissant, y compris sur le plan politique. Il dit notamment les stratégies non violentes peuvent se manifester par des actes de désobéissance civile et en refusant d'obtempérer. Et je précise à propos de la non-violence active que Jésus est présenté comme le maître de cette non-violence active. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? C'est très important. Le Conseil œcuménique des Églises, c'est l'ONU des chrétiens, c'est basé à Genève, ça rassemble 349 églises et dénominations chrétiennes. C'est important de rappeler en effet l'enracinement évangélique du message. Et au tout début du préambule, c'est bien précisé que ce sont des chrétiens qui s'adressent à d'autres chrétiens. Et dans tout ce mouvement du Conseil œcuménique des Églises, c'est toujours les plus vulnérables qui sont pris en considération parce que c'est vers eux que Jésus-Christ est allé et s'est adressé, tout simplement. C'est pour ça que dans la définition qui est donnée de la paix juste, que je ne lirai pas, est un peu longue, mais qu'il est question aussi de privilégier l'expérience des plus vulnérables et la sauvegarde de la création. C'est vrai que cette expérience des plus vulnérables, moi, elle m'a pas paru évidente. En fait, sur les 349 églises, il y a des tas de... C'est ce qui est fantastique, en fait, avec le Conseil œcuménique des Églises, c'est d'avoir rassemblé au même endroit de toutes petites églises, de tout petits pays et de très grandes églises, de grands pays. Et toutes, on voit au chapitre, toutes prient les mêmes textes chaque matin. Et comme ça, il y a des réalités sociales qui émergent. Et ce qui est très intéressant avec les réseaux ecclésiaux, surtout quand on se déplace, quand on voyage comme j'ai pu le faire dans des pays instables, c'est qu'on a tout de suite prise avec la société civile et les réalités sociales des pays en guerre. Antoine Sontag ? Moi, je veux bien intervenir sur ce sujet d'une manière ironique. Un peu, j'ai envie de vous dire, moi, ce qui m'étonne, quand vous citez cet appel de Kingston, en disant qu'il y a des choses fortes là-dedans, ce qui m'étonne, c'est votre étonnement. Ce qu'il y a dans l'appel de Kingston, c'est ce qu'il y a de plus traditionnel dans la tradition chrétienne. Je m'excuse, mais la désobéissance civile, vous avez des théologiens, il y a déjà quelques paires de siècles, qui ont développé ça. Qu'un ordre injuste, il faut désobéir. Oui, Antoine Sontag, si vous dites qu'on sait déjà tout ça, vous n'allez pas mobiliser les foules. Or, je crois qu'il y a aussi un enjeu pédagogique dans tout ça. C'est moi, je crois qu'il y a des vraies découvertes, des redécouvertes. L'avantage du Conseil œcuménique des Églises et du regroupement de ces églises, c'est qu'à l'intérieur de 333 ou 343 églises, il y a quelques églises... 349, il y a quelques églises qui sont totalement pacifiques, comme les Ménonites, les Quakers. Et ce que vous citez là, ça existe dans un certain nombre de textes catholiques. Le problème du magistère le plus officiel, le problème, c'est que on lit ça sans y prêter attention, en se disant bon oui, bon c'est gentil, ça, il faut dire ça comme ça parce que c'est un texte catho, etc. Alors qu'en réalité, il y a écrit que nous devons développer, approfondir cette action de non-violence active et qu'il faut aussi progresser sur ce sujet-là et pas seulement en faisant des études de sécurité et d'amélioration de l'art militaire. Mais les catholiques ou les chrétiens, quand ils lisent ces textes, eh bien, ils y prêtent trop peu attention ou pas assez attention. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui se font, et beaucoup de gens travaillent sur ce sujet pour développer, y compris une sécurité non militaire ou des choses comme ça. À commencer d'ailleurs par cette phrase que le Christ répète, je ne sais pas combien de fois dans l'Évangile, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». On la lit, on l'entend, on est complètement habitué. Il y a quand même quelque chose de bien particulier dans ce rappel. Oui ? Oui, en fait, moi, ce qui me semble très, très original dans ce texte, c'est de réaffirmer non pas la religion comme facteur de paix, mais vraiment une spiritualité chrétienne enracinée à la fois dans une réalité sociale et dans une vie spirituelle ouvertement et clairement évangélique. Voilà. Oui. La guerre juste, évidemment, on attendait un peu les églises chrétiennes et autres là-dessus. Donc là, il y a des prises de position qui sont très claires. Il n'y a pas de guerre juste. Hein. C'est une expression qui est repoussée. Et a fortiori, le recours à Dieu pour justifier la guerre. Là, on est vraiment dans une actualité, pour certaines régions du monde, très brûlante. Là aussi, c'est rejeté. Mais est-ce que ça suffit de stigmatiser ce type de comportement pour qu'il diminue sur la planète ? Antoine Sontag ? Il suffit pas enfin la guerre juste, on peut y revenir, mais il suffit pas de dire qu'on n'a pas le droit d'instrumentaliser la religion, qu'il ne faut pas utiliser Dieu comme justificatif, comme légitimation de nos violences.
Si on dit ça, tout le monde est d'accord, tout le monde est favorable au soleil, et tout le monde est d'accord pour condamner ce genre d'instrumentalisation de la religion, etc. Mais quand on dit ça, on a toujours l'impression qu'on est en train de désigner les autres. C'est les autres qui font ça, n'est-ce pas? Évidemment, les méchants, pas nous. Nous, on est des esprits éclairés. Il ne suffit pas de dire ça. Il faut dire que nous avons une responsabilité selon la dénomination à laquelle on appartient. Donc, en ce qui me concerne, c'est l'Église catholique. Eh bien, nous avons une responsabilité pour éviter que la religion soit utilisée. Et il faut se dire, qu'est-ce que je dois faire positivement pour éviter que dans tel ou tel coin, que ce soit dans le nord du Nigeria ou dans mon propre pays, pourquoi pas, pour qu'on n'utilise pas la religion, l'identité religieuse, l'identité catholique, la référence chrétienne ou un discours inspiré plus ou moins par le christianisme qui viendrait pour légitimer des comportements de haine, ou des comportements d'exclusion qui sont générateurs de guerre. Donc vous voyez, je mettrai là l'accent. C'est pas condamner ceux qui instrumentalisent Dieu, mais c'est qu'est-ce que tu fais toi pour que on n'aille pas dans ce sens-là. Ça, c'est un vrai travail de prévention. Il y a un passage intéressant dans ce texte où les auteurs invitent à la repentance et notamment à la reconnaissance de la culpabilité des chrétiens dans certaines situations de guerre. Et ça me semble pas forcément aisé de le rappeler, de l'écrire et d'inviter ses coreligionnaires à le faire. Le travail de mémoire, on ne l'a pas encore évoqué. Je pense que j'ai lu, et vous allez réagir sur cette réalité, qu'il n'y a pas véritablement d'instauration d'une paix juste et durable si on ne fait pas d'abord un retour sur le passé. Est-ce qu'on pourrait, sur ce sujet-là, je ne sais pas, quel est l'exemple pour l'illustrer que vous choisiriez? Est-ce que c'est l'Afrique du Sud, peut-être? Il y a des tonnes d'exemples. Choisissez le meilleur. Vous allez chacun en prendre un, tiens, ce serait pas mal. Il y a des tonnes d'exemples, parce que tous les conflits qu'on appelle parfois des conflits identitaires, où les gens ne se supportent pas les uns les autres, ils ne sont pas simplement opposés par cause du tracé de la frontière ou une opposition d'intérêt économique ou que sais-je, mais parce qu'au fond, les gens disent je ne veux pas vivre avec toi. Donc les conflits identitaires. Donc vous avez les Français et les Allemands, ça c'est archi connu, mais ça commence à dater, il y a 50 ans ou 70 ans. Vous avez les Serbes et les Albanais, les Serbes et les Croates, les Serbes et les Bosniens, vous avez les Polonais et les Ukrainiens, les Polonais et les Allemands et les Tchèques, les Coréens et les Japonais. Les Français et les Algériens. Les Français et les Algériens, ça c'est pas encore tout à fait résolu, les Algériens et les Marocains. Donc vous en avez des kilos sur Terre, des couples comme ça. Et partout où les gens analysent la situation, à part le fait qu'il ne faut pas avoir recours aux armes et qu'il faut négocier, dialoguer, etc., ce qu'il faut aussi faire, c'est assainir la mémoire. C'est-à-dire arriver rétrospectivement, si je peux utiliser cette image, à planter les germes de paix dans notre propre histoire et dans la mémoire que nous avons de l'histoire, la mémoire qui peut être très belligène, belliqueuse. Et je dois dire, quand on se promène dans le monde entier, on cite toujours comme exemple de réconciliation des mémoires la France et l'Allemagne. Alors c'est bien, comme je suis français, ça me fait plaisir. Et alors, on réfléchit un peu au truc, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans cette réconciliation des mémoires françaises et allemandes? Il y a plusieurs choses exceptionnelles. Il y en a une, c'est que nous arrivons à avoir le même regard sur le passé commun, y compris lorsque le passé commun était conflictuel, sous forme de guerre. Antoine Santac, du coup, j'illustre votre propos par la présentation rapide de ce livre d'histoire qui est un livre commun franco-allemand qui retrace donc cette histoire belliqueuse pour beaucoup d'une même plume. Qui est un manuel scolaire. Donc si vous avez des enfants qui sont en première ou en terminale, ça c'est l'ouvrage de terminale, qui correspond au programme et de la France et de l'Allemagne, on peut avoir le même manuel scolaire en France et en Allemagne, le cours d'histoire de terminale. Bon, en français et en allemand, parce que tout le monde n'est pas bilingue, mais c'est le même livre. Et ça, c'est cité en exemple dans énormément de pays sur Terre où vous avez des couples conflictuels comme ça. Vous savez, ces fameuses guerres qui traînent durant des siècles, dit-on. Enfin, parfois, c'est simplement un petit siècle. Et les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et ils ne veulent pas se mettre d'accord. Ils peuvent faire du business ensemble, la Corée et le Japon. Mais ça ne va pas au-delà de ça. Et donc, ils citent cette pacification de la mémoire. Pour qu'on soit en paix avec notre propre mémoire, qu'on surmonte tout ce qui est ressentiment, désir de vengeance, et qu'on arrive enfin à se mettre au clair, c'est pourquoi nos ancêtres se battaient avec vos ancêtres. Voilà. Et c'est un travail
qui est aussi remarquable parce que ce n'est pas uniquement un travail d'homme politique, c'est un travail qui doit être fait par les ministres de l'Éducation nationale, par les enseignants, par les intellectuels, par les journalistes, c'est-à-dire tous ceux qui ont contact avec l'opinion publique. Entre la France et l'Allemagne, ça s'est fait, ça continue de se faire, heureusement. Là, je ne parle pas de la rencontre récente Sarkozy-Merkel, mais vous avez des kilos de rencontres entre syndicalistes, entre intellos, entre journalistes, entre chefs d'entreprise, entre lycéens, entre scolaires, entre animateurs d'associations et de mouvements de jeunesse, etc. Et là, il y a une expérience accumulée, et bien que la France et l'Allemagne sont parfois prêtes à vendre clé en main à d'autres couples diaboliques sur Terre, et des couples diaboliques, il y en a beaucoup, et ça leur ferait du bien. Ça peut paraître un peu ridicule, mais entre Serbes et Croates, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, vous voyez, sur, par exemple, l'histoire de la résistance au nazisme et l'histoire de la collaboration avec les nazis. Voilà, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qui s'est vraiment passé dans leur dernière guerre de 92. Vous n'avez pas cité la Turquie et l'Arménie? Alors la Turquie et l'Arménie, non, mais il y en a beaucoup que je n'ai pas cités. Il y a Israël, les Juifs et les Palestiniens. Voilà. Vous en avez il y en a partout des couples comme ça. Délia Mamon, sur cette importance du travail de mémoire, qu'est-ce que vous avez envie de dire? J'ai envie de citer un exemple que normalement en France on n'est pas tellement au courant. Mais en Australie, il y a un Sorry Day, c'est-à-dire un jour de pardon annuel, qui a été instauré il y a quelques années grâce à des mouvements, je pense, chrétiens. Je pense que justement Initiative et Changement étaient un peu derrière. Et les Australiens, comme vous savez, c'était à l'origine, il y avait des peuplades indigènes, aborigènes, et puis les Anglais, les Écossais, les Irlandais sont arrivés là pour des bonnes et mauvaises raisons. Et on traitait la population locale comme des animaux, il faut dire ce que c'est. Et ça a duré 100 et quelques années, en enlevant tout ce qu'ils avaient comme terre, en les traitant d'eau, en considérant qu'ils n'avaient pas de QI, enfin, tout ce qu'on peut faire de dénigration, de violence morale. Et sans se rendre compte du tout que c'était une violence qu'on leur faisait. Et puis, donc, il y a tout un mouvement qui a commencé il y a probablement 10-15 ans. Ça prend du temps, ces choses-là. Et jusqu'au point où le premier ministre d'Australie de l'époque, ne me demandez pas son nom, a instauré ce Sorry Day, a publiquement exprimé son pardon en son nom personnel et en son nom de chef d'État. Et aujourd'hui, c'est un jour national. Et bien sûr que c'est très important de faire cette réconciliation, d'autant plus qu'il y a aussi des couples mixtes. C'est pas comme si les deux vivent tellement séparément. Est-ce que ça veut dire que cette notion de repentance, elle est la condition de ce travail de mémoire? Il y en a un qui va demander pardon à l'autre? Ça, c'est la guérison. Il y a une blessure tellement grande. Et c'est ça ce que je trouve tellement intéressant dans le pardon. C'est que, prenez même un exemple à vous, vous avez été humilié pour une raison XY. Vous souffrez toutes les nuits, vous n'arrivez plus à dormir, vous comprenez pas comment quelqu'un vous a humilié pareillement, et ça dure des mois et des mois. Et puis tout d'un coup, cette personne prend conscience qu'elle a fait cela, peut-être grâce à une autre personne, et elle vient vers vous et elle vous dit: je me suis rendu compte, pardon. C'est fou, mais on est guéri. Il suffit de ce mot. Alors que la douleur, on portait des tonnes de pierres sur l'épaule tellement on souffrait. Donc, ce qui est vrai pour un individu, c'est vrai pour une nation, c'est vrai pour une communauté, c'est vrai pour un peuple, une ethnie, c'est vrai pour tout le monde. Antoine Sontag et puis ensuite Linda. Je veux ajouter un millimètre là-dessus, c'est que ces mots de pardon, repentance, portez-vous en arrière 25 ans, c'était des termes qui étaient réservés au monde religieux et à la vie privée. Tu veux pardonner, c'est ton affaire, tu pardonnes dans ton coin, voilà, ça concerne personne. Et en 25 ans, prenez les 25 dernières années, ce mot de pardon et de repentance a émigré du domaine privé et religieux au domaine public, collectif et politique. Et de nos jours, c'est un concept politique. Organiser le pardon, là où il faut qu'il y ait un pardon collectif, eh bien, c'est une tâche politique si vous voulez faire la paix, si vous voulez renforcer la cohésion sociale. Alors, c'est vrai entre les colons et les Indiens au Pérou. Donc, vous voyez, cette affaire de pardon, c'est plus une affaire qui concerne l'individu dans sa conscience isolée, mais c'est vraiment devenu un enjeu social et politique. Linda Kaye.
Oui, je crois qu'il ne faut pas du tout négliger les gestes de demande de pardon, accepter le pardon. Pour ça, le Conseil œcuménique, mais aussi, il y a aussi d'autres lieux chrétiens où ces gestes sont organisés. Il y a 3 ans, j'avais rencontré l'évêque de Brazzaville, Anatole Milandou, qui me racontait, et pour lui c'était vraiment un temps très fort de l'après-guerre civile, comment Louis Portela, qui est le président de la conférence des évêques congolais, a organisé une rencontre avec les ninjas, qui sont des bandes armées qui continuent de rendre la région de Brazzaville totalement instable et ingouvernable. Comment ils ont organisé une rencontre, des pourparlers, et comment ensemble ils ont brûlé les armes. Et il y voyait vraiment l'origine d'un début de stabilisation de la région du Poul au Congo-Brazzaville. Et ça, c'était à l'initiative des catholiques. Et il s'agissait juste, j'ai envie de dire, juste entre guillemets, de brûler des armes. Mais tout ce que ça voulait dire derrière était immense, de pardon, de faire taire la colère. Et parce que la colère et la haine sont toxiques. Et dans l'exemple rwandais, qui est vraiment dans l'actualité toute chaude, il y a une question de vérité sur le phénomène, l'événement déclencheur du génocide. Et on a entendu donc les résultats d'une expertise qui disait que, alors ne me demandez pas, je ne me souviens pas dans le détail, est-ce que vous connaissez un peu la situation rwandaise ? Est-ce que effectivement c'est à partir du moment où on sait qui a tiré sur l'avion qu'on peut de ce fait entrevoir une relecture de cette histoire et de son déclenchement pour pouvoir ressouder les liens entre les deux communautés ? Hutu et Tutsi? Non, c'est pas suffisant. On a beaucoup parlé, c'est pour ça que je m'évoque. Malheureusement, pour la question du Rwanda, c'est plus compliqué que ça. Il suffit pas de savoir que l'avion du président Habyarimana a été abattu par un tel ou par un tel, enfin par tel groupe ou tel clan ou tel clan. Ça suffit pas pour faire par miracle la paix. Un des obstacles, je dis pas le seul, mais un des obstacles d'une vraie réconciliation au Rwanda, c'est que vous avez un certain nombre de gens qui utilisent la culpabilité supposée de l'autre bloc et la demande de pardon comme un instrument politique. C'est-à-dire, si vous dites « on fera la paix le jour où vous demandez pardon », et vous utilisez toujours cette exigence de pardon pour rabaisser l'autre, ou pour négocier, ou dans les négociations pour obtenir un avantage supplémentaire, là vous comprenez bien que les gens ne sont pas prêts à demander pardon. On demande aussi pardon, si c'est pas instrumentalisé politiquement par le bloc en face, quoi. Linda Kay, sur ce travail de mémoire, vous n'avez pas donné votre exemple, celui qui... Congo-Brazzaville. C'est celui-là que vous retenez. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous diriez les uns les autres que la cause de la paix évolue dans le monde aujourd'hui? Ou est-ce qu'au contraire, on est au début de guerre, de péril? Est-ce que notamment cette crise économique qui ne cesse de s'amplifier, en tout cas dans le monde occidental, et avec les conséquences qu'on peut imaginer, va déclencher de nouveaux périls, de nouveaux conflits? Est-ce que les vagues de migrants, notamment du Sud, ne vont pas déclencher... J'ai quelque chose à dire. Allez-y. Je pense qu'il y a 3 phénomènes. Il y a le premier, c'est ce que vous êtes en train de dire un petit peu, c'est qu'il y a vraiment une grande conscientisation pour la paix. Peut-être c'est pas apparent ici en France parce que justement on n'est pas en guerre, mais alors en Afrique, au Moyen-Orient et dans d'autres régions du monde, c'est vraiment très très apparent. Je donne juste un exemple statistique. On a un site web et on peut cliquer sur contactez-nous. Eh ben, d'où viennent les demandes? Mais elles viennent tous les jours ou tous les 2 jours d'Afrique ou de Moyen-Orient ou de l'Afrique du Nord. Mais elles ne viennent pas de l'Europe, puisque l'Europe est en paix. Donc, il y a vraiment, si les gens font l'action de nous contacter, c'est qu'il y a des gens qui recherchent cette information sur Internet, avec généralement juste un téléphone portable, parce qu'en Afrique, on n'a pas tous l'ordinateur. Voilà, donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, le risque de guerre, je pense, est très grand. Je partage la vue de M. Attali, par exemple. Je pense qu'on est face à une catastrophe imminente et que
c'est justement les gens de paix qui ont cette sensibilité de cette catastrophe possible. Peut-être qu'elle ne va pas arriver, il faut espérer que non. Mais autrement, on ne militerait pas pour la paix ou on ne s'engagerait pas pour la paix. Et la troisième chose que je dirais, c'est que je crains que la prochaine guerre, elle est au sein de nos sociétés. C'est-à-dire à cause d'une part de l'immigration qui va aller en croissant et que nous, on ne sait pas gérer positivement cette immigration. C'est-à-dire on voit ça avec peur au lieu de voir ça comme, bon, ben voilà, il y a telle situation, c'est un fait, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour que cette immigration se passe au mieux? Autrement, en fait, ce qui se passe, c'est un raidissement des positions, un extrémisme grandissant des deux côtés. Donc, si vous allez sur des sites musulmans, sur Facebook, par exemple, vous voyez vraiment une demande d'être connu pour son voile et qu'ils sont en train de compter les votes, quel candidat français fait le plus de remarques islamophobes, donc on va voter pour un autre. C'est tout à fait intéressant, cette sensibilisation de leur part à ces questions, et il faut prendre ça en compte. Et puis, vous avez de l'autre côté, nos amis, nous-mêmes, ou est-ce qu'on se raidit trop? Est-ce que c'est la bonne solution de se raidir, ou est-ce qu'il y a d'autres façons? Qu'est-ce qu'on peut faire pour intégrer de façon réussie des populations qui donc s'assimilent, comme on fait je ne sais combien de vagues d'immigration avant aujourd'hui, en France, en Italie, ailleurs, en Suisse. La Suisse est un grand pays d'immigration. Donc je pense que c'est un vrai danger, cette guerre civile. On va demander à Linda Kay et à Antoine Sontag de réagir. Il reste 5 minutes. Est-ce que effectivement, pour vous, ces pressions migratoires dans le monde occidental sont potentiellement à l'origine de conflits à venir? Oh non, l'immigration en elle-même, non. Je ne pense pas que ça porte en germe des conflits. Je crois que s'il y a une crise aujourd'hui, je serais moins pessimiste que vous. S'il y a une crise, c'est celle de Mammon. C'est la crise du dieu argent aujourd'hui. C'est pas vraiment la guerre au sens militaire du terme qui nous guette ici aujourd'hui. C'est plutôt la crise de l'argent, la crise du dieu Mammon, oui. Mais ça va ensemble. Parce que les immigrés, si on prend l'exemple de la France, les immigrés ont été mis dans des villes, dortoirs, si je puis dire. Ils ont du mal à trouver du travail. Ils se sentent délaissés. Ils sentent l'injustice d'un système pour ceux qui n'ont pas su faire le pas de faire les écoles et de s'intégrer, de jouer le jeu de l'intégration. Ben ils se sentent ils ne se sentent ni français ni la nationalité d'origine. Je pense vraiment qu'il y a des germes de danger là. Père Antoine Sontag? Eh bien, moi je suis tout à fait optimiste et je trouve que là on avait 1 heure pour résoudre les problèmes de guerre sur Terre et on ne va pas résoudre les problèmes de migration en plus en 3 minutes. Donc, la migration, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, j'ai jamais vu un pauvre ou un migrant qui est la cause d'une guerre. Il faut lutter contre la pauvreté et organiser les migrations, mais j'ai jamais vu une guerre qui soit provoquée par des migrants. Ce qui arrive avec des migrants ou des quartiers de gens qui sont pas bien intégrés, c'est des insurrections urbaines, comme à Los Angeles en 92 ou à Paris en 2005. C'est pas une guerre, ça n'a rien à voir avec les guerres. Des guerres, il y en a de moins en moins. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Depuis 10 ans, il y a de moins en moins de guerres. Il y a de moins en moins de gens qui meurent dans des guerres étrangères. Eh bien, tant mieux, réjouissons-nous. Il y a moins de conflits armés. Les grands conflits, y compris en Afrique, ils se résolvent peu à peu. Les institutions internationales fonctionnent. Alors, il y a d'autres problèmes sur Terre que la guerre. Je ne nie pas ça. Il y a des pogroms contre telle ou telle minorité ou contre des groupes de migrants. Ça, c'est possible. Alors, on va lutter contre les pogroms, d'accord. Il y a de la xénophobie, il y a de l'islamophobie, tout ce que vous voulez. Il y a de l'intolérance vis-à-vis de certains groupes minoritaires, y compris des chrétiens, je ne sais pas quoi, au Nigeria ou dans un certain nombre de pays, au Pakistan. Mais c'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Pour la guerre, ça va mieux. Tant mieux, réjouissons-nous. Et c'est pas réjouissons-nous, c'est il faut faire ce qu'on peut faire pour éviter qu'il y ait des guerres qui surviennent. Un travail de prévention. Si on réussit, on verra rien. On verra pas la guerre. Si on échoue, on verra la guerre. La guerre, c'est un événement. Ça fait des images à la télé.
Si on réussit, vous voyez, c'est comme la prévention que vous faites contre l'incendie. Ben, la maison ne brûle pas, ça passe jamais à la télé. Par contre, si la prévention rate, la maison brûle, il y a un incendie, ça passe à la télé. Voilà. Alors, Delia Mamon n'est pas d'accord, donc c'est important de le dire. Alors d'abord, je suis très heureuse que vous soyez optimiste et je pense que c'est très important d'avoir les deux facettes. Donc je suis aussi une éternelle optimiste, mais je vois un fait en particulier qui n'est pas dans vos statistiques et j'aimerais ajouter à vos statistiques, c'est la vente d'armes dans le monde. C'est un chiffre qui est tellement grand que personne ne le connaît. Je pense qu'entre vous pensez pas à ces choses, mais maintenant que je travaille dans le domaine de la paix, forcément je suis cela. Il augmente de 25% par an depuis quelques années, alors que la fin de la guerre froide, c'était l'espoir que justement la vente d'armes diminue, et il y a eu une décroissance effective pendant quelques années. Là, elle part en exponentielle. Et à qui on vend? Alors la Suisse a une politique tout à fait bien. Elle ne vend que à des pays qui ne sont pas belliqueux, mais elle vend à des intermédiaires. Enfin, forcément, ça se fait par intermédiaire. Donc, par exemple, on va vendre à l'Allemagne ou on vend au Qatar. Qatar a l'air un pays bien, mais ils sont sûrement bien. Mais qui nous dit quand ces armes vont se retourner contre ceux qui l'ont vendu? Moi, je vous pose cette question. On les vend. Je crains qu'on vende nos armes à nos ennemis. Sur les ventes d'armes, la France a une grande expérience, y compris de vendre nos armes qui se retournent contre nous. Vous voyez de quoi je parle. Il y a un conflit qui probablement, enfin c'est pas encore une guerre de 100 ans, mais ça le deviendra peut-être, c'est bien sûr le conflit de la Palestine. Oui. On a l'impression qu'il cristallise quand même pour l'avenir de la planète quelque chose de l'ordre de la paix impossible. Mais alors, comme il reste 30 secondes, je suis pas sûr que je vais vous donner la parole parce que vous n'allez pas réussir à traiter le conflit palestinien en 30 secondes. Mais c'est une question de paix juste. 10 secondes. Donnez-moi 10 secondes. Je vous le donne. Donc le conflit palestinien empoisonne la vie internationale depuis 60 ans. C'est pas encore la guerre de 100 ans, mais c'est 60 ans, de 48 à nos jours, 60 et quelques années. Mais les révolutions démocratiques, là, le printemps arabe, eh bien, montrent que ce conflit peut être en quelque sorte aussi marginalisé et que les peuples arabes peuvent prendre leur destin en main sans penser que leur destin passe par la destruction d'Israël. Encore un propos optimiste. Nous resterons sur un propos optimiste à la fin de ce débat. Il existe en France des initiatives nombreuses dans le domaine de la paix. Je voudrais citer la création en cours d'une Peace School, école de la paix, à Paris dans le 5e, renseignez-vous sur Internet. Également des sessions, c'est la 7e qui se déroule au sanctuaire de la Salette sur les questions de paix. Prochaine échéance l'été prochain sur le Liban, la paix au Liban. Enfin, la semaine prochaine, vous retrouverez ma consoeur Catherine Escrive. Il sera question de science pour une science sans foi ni loi. Quant à moi, je vous retrouve le 21 février pour parler de la famille dans le cadre de la présidentielle. Portez-vous bien, au revoir.